Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Informatique du passé. Cette fois-ci, oh là 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 là, je vous ramène un truc pour votre délectation. C'est encore un de ces machins sous Windows CE qui essaye de se prendre pour des trucs malins en se mettant sur un écran tactile. Oh, c'est une horreur ces trucs-là sous Windows Craignos Edition, Capharnaüm Edition, parce que là-dedans c'est le bordel, c'est un truc de dingue. Eh bien, voilà à quoi il ressemble, c'est le Dell Axim X50V, c'est une chose un tout petit peu plus évoluée que celle que je vous ai déjà montrée avant, qui se trouve ici, le X30. Et donc, qu'est-ce que ça a de mieux? Eh bien, tout simplement, ça fonctionne sur une version de Windows CE un peu plus récente. Ils appellent ça aussi Windows Mobile Edition, Windows Pocket PC, ou toutes sortes de noms à la con. Hein. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est Windows CE. Et c'est toujours pas mieux qu'avant, hein. Jamais. Même de version en version, ils n'arrivent pas à trouver un seul moyen de rendre ça meilleur. C'est juste impressionnant, c'était le progrès inversé dans cette machine. Alors vous voyez qu'il est fourni avec quelques petits accessoires. Cet accessoire premier, c'est une espèce de base pour le synchroniser avec le PC. Vous avez ici un port, un câble USB, qui est très long et qui, je sais pas jusqu'où il va. Allez, voilà. J'ai perdu le chargeur dans le processus. Voilà, le câble USB, ça se recharge pas en USB du tout. Hein. Vous pouvez le brancher dessus comme ça ne marche pas. Ici, nous avons le chargeur, justement. Donc, un chargeur officiel de chez Dell. Et à l'autre bout, vous avez cette fameuse prise spéciale qui ressemble à une prise de dock d'iPod ou ce genre de truc, ou d'iPhone. Vous voyez ce genre de truc, ça existait bien avant l'iPod, hein, pour information, hein. C'est pas eux qui ont inventé ça. Je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, le premier truc que j'ai vu qui utilisait ce genre de truc, c'était les palmes. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, et là, pouf, ça se débranche. Et vous avez cette prise, et vous vous dites, mais à quoi ça sert de pouvoir débrancher ça? Il n'y a pas cette prise sur le PDA, là, le Pocket PC, donc c'est bizarre, à quoi ça sert? Eh ben ça sert à le mettre, pouf, derrière le dock. Car heureusement, ils y ont pensé, hein, le dock fait une très bonne station de recharge, et là d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des petits quelque chose ici, mais à quoi ça sert? Eh bien en fait, ça sert à ça, voici la batterie, et là, vous la mettez dedans, et hop, vous pouvez recharger une autre batterie pendant que vous êtes en train d'utiliser le truc, donc une batterie qui ne se trouve pas dans la machine. C'est assez sympathique comme idée, et pourquoi pas. Malheureusement, c'est fourni qu'avec une seule batterie, donc on peut pas vraiment l'utiliser pour cette fonction-là. Donc, on va commencer par mettre la batterie dedans. Donc là, vous avez une sorte de loquet. Pouf, vous ouvrez ce truc-là. Et là, vous avez l'accès à la batterie. Alors, cette espèce de trappe est tout à fait spéciale comme idée, vu que dans les Axim précédents, c'est-à-dire les PDA de chez Dell précédents, ils utilisaient pas un système de trappe, mais une batterie que l'on pouvait... D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur le Dell Axim X30, et désolé si je fais tout tomber parce que il y a le pied de la caméra qui me gêne entre les deux. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, et là, hop, on referme, et c'est bon. On a mis la batterie, donc je disais oui, je vous invite à regarder la vidéo sur le Dell Axim X30 et vous verrez à quoi il ressemble, plus en détail, et il y avait une sorte de truc derrière, une batterie qui se met en gros, qui se clipse dessus, et qui a pas besoin de trucs par-dessus pour que ça fonctionne. Alors ceci est le bouton reset, et croyez-moi, vous en aurez besoin. Heureusement, il est accessible facilement grâce au stylet qui se trouve là, je me gourre, au stylet qui se trouve là pour pouvoir cliquer dessus pour faire reset. Alors le bouton reset, à quoi il sert? Si vous vous demandez à quoi il sert, il sert tout simplement à faire redémarrer la machine, car il n'y a aucun moyen d'éteindre cette machine ni de la redémarrer à partir des boutons normaux, quoi. C'est seulement reset, et pour l'éteindre, faut arracher la batterie. C'est un peu stupide. Franchement, chez Microsoft, quand ils ont eu l'idée de ce système d'exploitation, ils ont été vraiment cons, parce qu'ils ont dû se dire un truc du genre, c'est un PDA, donc on n'a pas forcément envie de l'éteindre, etc. Mais ils ont pas dû penser que des fois on aurait peut-être envie de l'éteindre, je sais pas, juste pour économiser un peu de batterie. Bon, bref, passons ce détail. Et regardons donc le design de cette machine. Comme vous voyez, vous avez 4 boutons ici, un bouton Home, un bouton Email, un bouton, je crois que c'est répertoire et calendrier. Ici, nous avons un bouton dictaphone, et là, un bouton pour le Wi-Fi, pour le désactiver et l'activer. Sachant qu'il n'y a pas moyen de le garder activé quand la machine est en veille, c'est l'un de ses gros défauts, parce que, par exemple, on ne peut pas relever les emails quand l'écran est éteint, par exemple, comme on peut faire sous Android. Certes, à l'époque, c'était vraiment une fonction que on n'envisageait pas vraiment ça, mais ils auraient été visionnaires d'y penser, mais non, à la place, on peut pas, on est obligé de l'allumer et de relever les emails comme ça. Le seul moyen de faire en sorte qu'il relève les emails automatiquement, c'est faire en sorte que l'écran reste allumé en permanence, qui bouffe la batterie à une vitesse folle. Alors là, vous avez un loquet qui vous permet en gros de bloquer, pouf, vous faites comme ça et pouf, vous bloquez tous les boutons, tout le fonctionnement de tous les boutons, ainsi que de l'écran tactile, et c'est très utile parce que sur cette machine-là, en gros,
Comme je vous l'ai dit, il faut que l'écran reste allumé pour relever les emails, mais aussi pour lire des MP3 ou ce genre de trucs. Donc en gros, si vous lisez des MP3 et que vous le mettez dans votre poche, ça va cliquer sur l'écran, etc. Ça va faire n'importe quoi, vu que c'est un écran résistif, hein, bien entendu, hein, vous avez vu le stylet. Et donc le problème, donc, c'est que ça fonctionnera pas comme ça. Si vous verrouillez l'écran en éteignant le machin, en gros, vous pouvez plus lire de vidéos, de sons, de je ne sais pas quoi, parce que ça tourne pas en arrière-plan. Ça fonctionne vraiment, enfin c'est vraiment pas très moderne à ce niveau-là. Donc du coup, heureusement, ils ont ajouté cette fonction-là, qui n'était pas dans l'autre Axim que je vous ai montré avant. Ils avaient pas encore inventé cette fonction-là, enfin ils avaient pas encore ajouté ce petit loquet, ce qui est une très très bonne idée, je trouve. Ici, vous avez un voyant témoin pour le Bluetooth et le Wi-Fi, donc. Vous avez le bouton power, un micro que j'ai pas testé la qualité d'ailleurs, une prise casque standard, tout simplement standard, donc ce fameux port propriétaire bizarre. Ici vous avez un cache qui en gros vous permet de mettre dedans des compacts flash. Vous savez, ces espèces de cartes mémoire qu'on trouve souvent sur les appareils photo haut de gamme, non, ça se met dans l'autre sens. Hop, vous mettez ça, et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, est-ce que les compacts flash étaient plus épaisses autrefois? Parce que regardez, il reste encore 2 mm au-dessus de la compact flash, ça se trouve pas ça élégant du tout, même si ça tient super bien, ça bouge pas, etc. Donc bon, c'est assez bizarre. Et là vous avez de quoi mettre une carte SD, et bizarrement vous pouvez mettre les deux à la fois. Alors quand il est pas à jour, vous pouvez utiliser que des cartes SD de type SD normal, c'est-à-dire en gros jusqu'à 2 Go, y compris 2 Go. Et si vous le mettez à jour, vous pouvez faire fonctionner jusqu'à 8 Go ou peut-être jusqu'à 32, je sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas ça active le fonctionnement du protocole SDHC qui permet de faire fonctionner donc des cartes SD plus volumineuses. Donc ici vous avez aussi un truc multidirectionnel pour tout simplement les différentes directions pour passer dans les menus et ce genre de trucs. C'est pas forcément plus pratique avec ça, mais en tout cas c'est bienvenu parce que vous allez voir que c'est une catastrophe au niveau de l'ergonomie, même avec ça, hein, et le bouton au milieu permet de valider, un peu comme sur les vieux téléphones de l'époque. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour du propriétaire, on va essayer de l'allumer. Alors, allumons-le, pouf. Ah ok d'accord, je croyais qu'il voulait pas s'allumer. En tout cas la batterie tient beaucoup mieux la charge que le précédent, parce qu'il est un peu moins vieux, seulement 1 an moins vieux, car il date de 2004, ce truc là a déjà 10 ans, vous vous rendez compte un petit peu? Ça date de 3 ans avant le premier iPhone. Ah, indubitablement, hein, si Microsoft s'était amusé à faire en sorte que leur système soit plus ergonomique, etc., à mon avis, ça aurait été les premiers à créer les smartphones, parce que à partir de 2002, enfin les smartphones modernes, on va dire, hein, pas les parce que les smartphones, ça date de très loin, hein, ça date de 2001, et donc en 2001-2002, il y avait déjà des téléphones, plus ou moins smartphones de chez HTC, qui utilisait Windows Mobile, cette version de Windows, donc Windows CE, pour les écrans tactiles, qui permettait donc de pouvoir faire des trucs un peu PDA, etc., intégrés dans le téléphone, ce qui a permis en gros les smartphones actuels depuis maintenant un moment. Donc vous voyez que vous avez cette espèce de truc qui est l'écran d'accueil de Windows Mobile, qui vous dit à partir de Windows Mobile 5, un truc comme ça, ou peut-être avant, hein, peut-être depuis Windows Mobile 2003 d'ailleurs, j'y pense, qui donc vous permet de montrer les tâches en cours, ce genre de truc. On vous dit si vous avez un rendez-vous, une tâche, si on vous dit l'heure, bien entendu, ça serait pas mal. Et je vois que l'heure est partie, les emails que vous avez, etc. Et les programmes peuvent se greffer dedans, c'est-à-dire qu'en gros, si vous installez Skype, qui marche plus, mais en tout cas autrefois ça fonctionnait, si vous installez Skype pour Windows Mobile, eh bien, il se retrouve une ligne ici et vous avez le nombre de trucs, etc., de messages en attente et autres trucs comme ça qui apparaissaient dedans. Enfin, c'était assez impressionnant d'avoir ce genre de fonction. Alors ici vous avez le témoin de batterie, ici vous avez rien de spécial, je sais pas pourquoi il y a un trou mais vous allez comprendre juste après. Donc là vous avez pour régler le volume, c'est vraiment pas ergonomique et ça rame bien entendu, c'est Windows. C'est buggé aussi bien entendu, c'est Windows. Ah c'est complètement buggé, hein, et comme je le disais, cette espèce de truc reset va vous servir très souvent. Moi à un moment je relevais les emails et ensuite je pouvais plus les relever du tout, après je fais un reset, ça remarche. Allez comprendre pourquoi. Il y a vraiment beaucoup de bugs à la con avec ce truc-là. Donc je clique sur Settings. Encore faut-il que ça vienne. C'est vraiment pas du tout optimisé pour utiliser avec les doigts. Bon bah ça finit par arriver. Mais c'est parce que ça ramait visiblement. Donc je clique sur Wi-Fi. J'aimerais bien cliquer sur Wi-Fi et je vais essayer de me connecter à mon Wi-Fi. Mais visiblement c'est désactivé tout en étant activé. Encore un bug. Ah non, là c'est bon, ça apparaît. Donc on va cliquer sur Connexion. Il faut d'abord cliquer sur le réseau qu'on a envie. Mais bizarrement, à chaque fois qu'on clique sur le réseau qu'on a envie, enfin auquel on a besoin, tout simplement, ça t'ouvre le configurateur, même si tu l'as déjà configuré, si t'as juste envie de t'y connecter, c'est juste complètement relou.
C'est vraiment super mal foutu, hein. Vraiment, on dirait qu'il y a personne qui a testé ce truc. C'est juste impressionnant. Et dire que ce système-là était en compétition avec iOS dans les premiers iPhones, l'iPhone premier et l'iPhone 3G, ainsi que les débuts du 3GS, comme seule alternative crédible à iOS fournie par Microsoft. Et là, visiblement, j'ai essayé de me connecter en Wi-Fi, mais ça a pas voulu. C'est pas encore tous ces bugs qu'il y a dans cette machine, c'est juste impressionnant. Ça, c'est juste, mais sans. Enfin bon, bref. Et là, c'est Windows Mobile 6, l'une des dernières versions de Windows Mobile. C'est juste impressionnant à quel point c'est pourri. Donc ici, vous avez OK, ici, et bien en gros, ça agit exactement de la même façon que la touche retour d'Android, en fait. Quand vous cliquez sur OK, ici, vous avez en gros le truc qui va vous faire défiler toutes les applications comme ça. Maintenant, c'est une croix, ça peut être OK ou une croix, etc. En gros, quand c'est une croix, c'est que ça fait passer d'un programme à un programme autre précédent. Et quand c'est OK, ça reste dans le même programme, mais ça fait revenir d'un cran en arrière dans le programme. Enfin bon, c'est très très mal vu, très. Pourquoi ça m'a mis ça? C'est pas ce que je voulais. Je voulais les messages. Le multitâche là-dedans est aussi absolument médiocre. Et voilà que je clique sur le mauvais truc. Donc, le seul truc qui peut... Ah bah non, visiblement ça va pas cliquer. C'est incroyable, ça arrive à mettre en surbrillance sans cliquer. Enfin, on comprend jamais le fonctionnement de ce truc. Vous avez d'ailleurs vu brièvement le clavier tactile. Alors là, vous êtes sur tout simplement le truc de message, le machin de truc de messaging, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc vous cliquez dessus, vous attendez un petit peu, et là, je sais pas pourquoi il y a le clavier qui est apparu. Donc, et là vous avez accès à vos emails. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, vous avez la liste des emails, vous pouvez les relever parce que celui-là a le Wi-Fi, ce qui est très rare pour ce genre de PDA. Habituellement les Palm et ce genre de trucs qui avaient beau être beaucoup mieux foutus n'avaient pas le Wi-Fi intégré, fallait acheter un petit machin pour rajouter le Wi-Fi. Et encore, c'est ceux qui ont de la chance, comme ceux qui ont le Tungsten E2, des trucs comme ça, de chez Palm, parce que la majorité des Palm n'avaient pas du tout droit au Wi-Fi, même en ajoutant quelque chose pour ajouter le Wi-Fi. Ça n'existait pas quoi, l'addition entre guillemets. Bon, je relève mes emails, et comme vous le voyez, c'est pas rapide. Vraiment pas rapide, et pourtant le processeur là-dedans est beaucoup plus puissant que ce que l'on pourrait croire en voyant ça. Hein. Parce que sincèrement, le processeur qui est là-dedans est meilleur que ce qu'il y avait dans le premier iPhone. Et on est en 2004, hein, c'est-à-dire on est 3 ans, comme je le disais, avant le premier iPhone. Et ce processeur date de 2002, donc vous vous rendez compte un petit peu du truc. La partie logicielle joue beaucoup dans l'optimisation et la réactivité et tout ça d'un système. Et là, vraiment, on n'a pas ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, un truc à 614 MHz, ça se sent pas du tout, hein. Allez, avec un peu de patience, les emails arrivent. Avec beaucoup de patience même, les emails arrivent. Oh mon dieu, allez. Oh, puis l'écran a le temps de passer en mode économie d'énergie pendant ce temps-là. Allez, oh purée. Quand il y a cette petite chose, ça veut dire que l'email est... Enfin, il sait qu'il est là, mais il n'a pas encore été téléchargé. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez pas le regarder, quoi. Vous savez juste la connaissance qu'il existe. Et là, il est en train de me les télécharger. Voilà, c'est bon. On a le premier email. On va cliquer dessus. Donc, allez. Oh là là là. Et voici à quoi ressemble un email là-dedans. Alors, pour scroller, c'est pas du tout comme les nouveaux trucs, hein. Regardez. Ah bah non, ça scrolle pas. Non, ça descend pas. Il faut utiliser cette horrible bulle sur le côté de l'écran. Oh mon dieu, ce que c'est foireux sur un écran tactile de devoir utiliser ça. Autant y aller avec l'ongle comme ça, là c'est... Bon, si ça ramait pas, ça serait pas mal. Allez. Allez. Oh putain de bordel. Ouh. Oh Windows Mobile. J'assassinerai la personne qui a fait ça. Et ce n'est pas une menace, c'est une blague. C'est vraiment de la merde. Donc, oh là là. Et vous voyez qu'il y a un problème. On n'a que le début de l'email. Allez. Maintenant, nous avons cette espèce de truc qu'il faut cliquer dessus. Il y a marqué tap to scroll right, ce qui veut dire taper pour pouvoir scroller sur le côté. Et là, enfin, on peut voir l'email en entier. Et encore, vraiment de manière laborieuse. Allez. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, de méchant à propos de l'iPhone sur le mail. Bon. Allez, oh bordel. Donc, text size. Allez! Putain, mais qu'est-ce qu'elle est lente cette machine aujourd'hui! J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Allez! Le plus petit possible, allez hop. Voilà.
Et là, on peut enfin lire le truc, en un seul coup. Mais c'est vraiment petit, hein. Et qu'est-ce que c'est qu'elle a, cette machine, pour être aussi lente, là? Oh, c'est pas possible, hein. Quand je le disais que, franchement, Windows Mobile, ou la pire expérience possible pour quiconque voudrait utiliser un truc avec un écran tactile. Sincèrement, c'est une horreur. D'une journée sur l'autre, le truc a ses humeurs, tu sais, il marche bien, il marche plus, il marche bien, il marche plus. Là, nous avons un indicateur de Wi-Fi, d'ailleurs, qui est censé normalement indiquer le nombre de barres, qui là dit que le Wi-Fi est désactivé, alors qu'il est clairement activé, nous avons relevé nos emails. C'est vraiment de la merde. Alors du coup, vous passez votre temps à cliquer là-dessus pour le faire redémarrer, et qu'est-ce que ça fait? Bah ça le fait redémarrer tout simplement, hein, et puis vous attendez ensuite 3 plombes, le temps que ça démarre. Alors si on a beaucoup de patience, on essaye de comprendre comment fonctionne ce système et on installe des applications alternatives. Alors c'est juste assez incroyable à quel point les applications alternatives sont chiantes à installer là-dessus parce qu'il y a 2 méthodes. La méthode numéro 1, c'est d'utiliser son PC, le synchroniser avec son PC, donc il faut installer tous les pilotes à la con, etc. C'est super chiant à faire, il faut donc l'installer sur le PC. Et ensuite, utiliser un .exe sur le PC, c'est-à-dire en gros vous ouvrez un programme sur le PC qui va installer un programme dedans, et franchement ça marche même pas à tous les coups. J'ai essayé d'installer Real Player, bon juste par curiosité parce que Real Player c'est pas forcément le meilleur truc pour lire des vidéos, ne serait-ce que pour lire des vidéos là-dessus. Et donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Oui, donc j'ai installé le truc, le machin il a pas reconnu le truc, impossible de l'installer, juste impossible de l'installer avec ce système-là. Et l'autre méthode, c'est d'utiliser le navigateur de fichiers. Alors d'abord, prendre la carte SD, si vous en avez une donc, parce que si vous en avez pas, vous êtes dans la merde, donc parce qu'à l'époque, les cartes SD, ça coûtait cher, donc du coup, voilà. Donc vous prenez la carte SD, vous la branchez dans l'ordinateur, vous chargez dedans des fichiers .cab, .cab, donc, et ensuite, arrivez sur votre truc, après l'avoir remis dedans, la carte SD, vous allez dans le navigateur de fichiers, ensuite, vous choisissez votre carte SD, non, ça c'est la carte... C'est la carte Compact Flash, celle-là. Donc vous pouvez accéder aux deux à la fois, hein, ça c'est bien. C'est pas ou Compact Flash ou carte SD, c'est les deux à la fois, ça c'est excellent. Et ensuite, donc, j'en ai mis quelques-uns ici. Et ensuite, donc, vous prenez l'un des fichiers .cab que vous avez là. Donc, on va en choisir un au hasard. Alors, lequel on va prendre? Google Maps. Allez hop, on va cliquer dessus. Donc, on clique dessus, ça charge. Et ensuite... ça demande s'il est déjà installé, si on a envie de remplacer la version qu'on a déjà par une nouvelle version, donc on fait OK. C'est seulement si c'est déjà installé dedans. Puis ensuite, ça continue à charger. Ça met quoi, là? Oui, OK, encore une fois. Alors ça le met pas à chaque fois. C'est si on a envie que ça garde les préférences de l'application précédente installée sous le même nom, donc. Ensuite, ça met quoi? Allez, viens par là. Voilà, et ensuite, ça met l'endroit où on a envie de l'installer, la carte SD, la carte Compact Flash, et ou dans le périphérique lui-même. Donc on va l'installer dans la Compact Flash, parce que c'est le média le plus rapide que j'ai dans cette machine. Et ensuite, ça s'installe. Alors, faut savoir un truc, c'est que cette machine-là, contrairement à l'autre que je vous ai montré, là, le plus vieux, là, eh bien, il ne perd pas toutes les données quand la batterie est morte dedans. La batterie qui fait la rétention des données a fait de la rétention seulement pour comment ça s'appelle, l'heure ou ce genre de truc. Donc c'est plutôt pas mal, ça c'est une bonne avancée par rapport au X30 d'avant, qui lui était capable seulement enfin en gros dès que la batterie était vide, il perdait l'intégralité des données contenues dedans, donc fallait réinstaller tous les programmes, etc., etc. Donc là, nous sommes sur Google Maps, l'un des rares programmes faits par Google qui fonctionne encore sur cette plateforme, c'est juste impressionnant. Donc ça marche encore, c'est compatible avec les GPS internes pour les machines qui ont un GPS interne, notamment des téléphones comme le Samsung i900, qui est l'un des derniers téléphones à utiliser Windows Mobile et qui essayait de faire quelque chose de bien avec. Et franchement, ils n'ont pas réussi, mais on peut pas leur reprocher de ne pas avoir essayé parce qu'ils ont fait beaucoup de modifications, notamment au niveau du clavier tactile, parce que vous avez vu le clavier tactile, je vais vous le remontrer, mais vraiment le clavier tactile, c'est de la grosse bouse. On va aller sur, non pas Internet Explorer, je vous l'ai déjà montré, vous avez vu à quel point c'est n'importe quoi, mais on peut installer donc Opera Mobile 10, qui est tout à fait honnête. Vous voyez que ça met un certain temps à démarrer. Malgré les performances de cette machine, encore une fois, vous montrant vraiment que c'est vraiment un système d'exploitation assez lent, ainsi que la mémoire à l'intérieur de ce truc est assez lente aussi, même si ce programme en particulier est installé sur la Compact Flash, donc logiquement ça devrait être bien plus rapide que ça. Enfin bref, donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, alors vous voyez, Opera Mobile, donc on va ouvrir un programme, un site, on va aller sur, je sais pas...
allez, juste pour aller voir un vieux site sur lequel je ne suis pas allé depuis un millier d'années, et vous voyez le clavier tactile, alors avec un stylet ça va à peu près, mais avec les doigts c'est juste, c'est vachement difficile, hein, c'est vraiment, vraiment faut y aller, mais avec précision et tout ça, donc c'est parti pour charger ça. Rappel, connexion Wi-Fi, pas connexion 2G, hein, donc on se demande pourquoi c'est si lent, mais c'est parce que le rendu met un certain temps. Voilà. Alors, on va retourner sur le clavier pour vous montrer un truc, c'est on peut installer des claviers alternatifs, et ce bien avant Android, c'était le premier système à pouvoir permettre ça. Il était très modulaire, hein, ce système d'exploitation, franchement, très très modulaire. Problème, ils ont complètement chié l'ergonomie, mais un truc pas possible. Donc on peut installer par exemple ce clavier, venant de chez HTC, vous allez voir qu'il y a un sacré problème. Voilà à quoi il ressemble, un gros glitch graphique, un gros bug graphique, donc on ne sait pas du tout sur quoi on tape, et ça c'est parce que ce PDA, enfin ce Pocket PC, utilise une haute résolution qui est la résolution VGA, qui est pas si haut que ça, mais c'est une haute résolution pour l'époque, et donc du coup bah il y a quelques programmes qui ont des problèmes, notamment les claviers tactiles, donc du coup vous voyez un peu le problème, donc on va revenir au clavier, hop, on va aller dans Options, et là vous allez voir qu'ils se foutent de nous. Waouh, ça pour eux c'est... Alors ça c'est petite touche, ça c'est grosse touche. C'est déjà mieux qu'avant, hein, bien entendu, mais quand même, c'est pas une si grosse évolution. C'est quand même mieux qu'avant, hein, c'est quand même mieux qu'avant. Ça, je vous ne le fais pas dire, ça fonctionne un peu mieux avec les doigts une fois qu'on l'a mis comme ça. Donc on va sur Dailymotion. Bon, je vous ai épargné les 3/4 d'heure de chargement, mais visiblement on n'a rien du tout. Et là vous voyez que... Même si vous voyez pas vraiment ce que je suis en train de scroller parce qu'il n'y a rien. D'ailleurs, Dailymotion, je le dis tout de suite, ah c'est bon, c'est arrivé. Dailymotion, franchement, devrait être renommé Demolition, parce que vraiment, ce site-là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien et qu'il y en a de moins en moins à chaque fois que j'y passe. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, donc vous voyez, on peut scroller comme ça sur cette application, parce que cette application-là, Opera Mobile 10, est sortie après la sortie de l'iPhone, et comme tout le monde s'était dit que c'était une très très bonne idée de pouvoir scroller comme ça, ils ont commencé à faire ça sur Windows Mobile aussi. Problème, ça fait une grosse incohérence de maniabilité, on va dire, d'ergonomie, parce qu'il y a la moitié des programmes qui utilisent une bulle, l'autre moitié qui permet de scroller comme ça. Et donc du coup, bah vous vous retrouvez comme ça avec, comme je le disais, une grosse incohérence. Mais franchement, l'incohérence valait le coup parce que continuer à utiliser une bulle à la con, c'était quand même c'était une très mauvaise idée. Vraiment une très très mauvaise idée. Donc ce genre de machine qui était donc complètement inutile, comme vous venez de le constater, était souvent recyclée. Alors l'application YouTube ne fonctionne plus, hein, l'application Facebook non plus, hein, ça je voulais vous le montrer, c'est pour ça que je les ai installés, mais on commence à manquer de temps dans cette vidéo parce que je vois qu'elle est en train de s'apesantir un petit peu. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez Flash Player aussi qui ne marche plus, c'est Flash Player compatible avec la version 7 de Flash Player, je crois qu'on est à la 11.3, on est bien loin de la version 7, et que YouTube nécessite la version 9 minimum. Donc YouTube est complètement inutilisable, que ce soit en version web ou avec son application en elle-même. Donc vraiment, ce sont des machines qui n'ont plus aucun intérêt. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc elles ont été très souvent recyclées, tout simplement en Media Player. Donc, à cause des relativement bonnes spécifications de ces machines-là, parce que ce système d'exploitation était tellement mal optimisé, comme je le disais, que vraiment au niveau des spécifications, elles étaient pas trop mal. Donc on arrive à décoder sans trop de problèmes du H264, qui est un codec qui n'existait même pas à l'époque où ce truc-là a été inventé, et on arrive aussi à décoder du DivX sans aucun problème, hein, vraiment aucun problème, ça marche totalement fluide, etc., etc. C'est juste impressionnant pour un truc de l'époque, avec un media player qui s'appelle TCP/MP, je crois, qui ressemble à ça, donc, qui est juste un media player avec un peu tout dedans, etc. Alors je vous mettrai dans la description un pack avec toutes les applications que j'ai installées dedans, et donc une autre application qui est pas mal, c'est Nitrogen, qui est un lecteur MP3, etc., complet, etc., qui permet de très facilement, tout simplement, avoir accès à sa musique, décoder un peu tout, c'est-à-dire les MP3, les OGG, les FLAC et... non, pas les FLAC d'eau, hein, bien entendu, et les WAV, je suppose, hein, parce que ça m'étonnerait que ça y soit pas, et surtout les AAC. Donc vous pouvez faire absolument tout avec ça. Donc vous pouvez donc naviguer dans vos documents, etc., aller dans la carte SD, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que c'est
c'est la carte, enfin, ici ça s'appelle SD2, je viens de comprendre pourquoi, il y a eu un bug avec les dossiers, là. Enfin bon, bref, ça vous intéresse pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est que je viens de comprendre encore un bug supplémentaire dans le système d'exploitation, sachant qu'il y en a partout. Alors, bon bah voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment pas génial comme machine. Par contre, la sortie son est très bonne. Allez, viens dans le système, putain, le temps que ça a mis. Donc, voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, tous ces trucs. Vous avez de quoi connecter un GPS externe de chez Dell sur cette machine en particulier via le Bluetooth. Et sinon, vous n'avez pas de GPS intégré dans cette machine, ce qui est absolument génial. Les connexions, et là vous avez de quoi paramétrer la connexion Wi-Fi et le Bluetooth. Et ensuite, vous avez ici de quoi paramétrer les différents claviers tactiles, etc., etc. Enfin bon, voilà. Si vous voulez désinstaller un programme, ça se situe dans le système. Ça va dans Remove programme, bien entendu. Ensuite, vous choisissez le programme que vous voulez enlever. On va dire le clavier HTC qui bug. Allez hop, voilà, désinstaller. Ça fait un bruit et ça met une plombe ensuite à afficher le machin. C'est vraiment un système d'exploitation qui laisse à désirer, mais un truc de dingue. C'est vraiment incroyable qu'ils voulaient mettre ça en face de l'iPhone. Franchement, moi, si j'avais fait partie des équipes de Microsoft, je me serais dit, non, franchement, l'iPhone vient de sortir, on abandonne tout, on n'a plus aucun concurrent, on mise tout sur Windows Phone, qui était déjà en développement, hein. Dès les débuts de l'iPhone, ils l'ont tout de suite mis en développement, mais surtout, on fait pas l'erreur de nuire à notre réputation en sortant encore des téléphones qui utilisent cette merde, quoi. Mais ça, c'est juste impressionnant, quoi. Je veux dire, ils ont fait des miracles chez nos amis de chez Samsung pour réussir à essayer de faire une interface à peu près convenable, à peu près utilisable pour Windows Mobile, et sortir un téléphone sous Windows Mobile 6.1 qui est la même version que là-dedans, quoi, et essayer de vendre ça au grand public comme concurrent de l'iPhone. C'est juste impressionnant. Faut quand même se rendre compte que à l'époque des débuts de l'iPhone, le Samsung machin chose, il permettait beaucoup plus de choses que l'iPhone, parce qu'il faut savoir quand même que Windows Mobile était très adapté, notamment au monde de l'entreprise. Vous voyez que ça met 3 plombes à me désinstaller mon truc. Donc était vraiment très adapté au monde de l'entreprise, notamment parce que dedans il y avait la suite Office plus ou moins complète. En tout cas, il y avait Word et Excel complet et une visionneuse PowerPoint. Qui était installé là-dedans, c'était assez impressionnant, quoi. Donc pour le monde des professionnels, etc., c'était pas mal, c'était le concurrent des Palm en gros, et intégré dans un téléphone, ce que ne faisait pas vraiment Palm à l'époque, même s'ils ont commencé à sortir des trucs comme le Palm Treo, etc., ce genre de choses. Eh bien Windows CE, donc Windows Mobile, était capable de faire ça bien avant que Palm ait des concurrents dans ce domaine-là. Et voilà, ça faisait vraiment un système qu'on pouvait comme ça brancher dans son ordinateur grâce à l'espèce de socle que je vous ai montré avant, et synchroniser ses contacts, synchroniser ses emails, synchroniser tout le bordel avec son PC fixe. C'était le grand truc de l'époque, la grande mode en gros de l'époque, de pouvoir faire des trucs de genre. Mais maintenant ça a complètement disparu vu qu'on peut tout faire à partir d'un smartphone. Il faut savoir que l'iPhone, il a mis longtemps avant de calquer toutes les fonctions qu'il y a là-dedans, hein. Vraiment très très longtemps. Il y a même encore des fonctions là-dedans qui ne sont toujours pas dans l'iPhone. Bon, peut-être des fonctions qu'on n'utilise plus de toute façon, mais en tout cas voilà, quoi, il y avait plein de fonctions là-dedans qui n'ont jamais été copiées et qui pouvaient être utiles. Mais franchement, pour le grand public, ce truc-là, c'était l'enfer. L'enfer total. Mais vraiment une catastrophe, quoi. C'est pour ça que vraiment l'iPhone a eu un grand succès. C'est parce qu'ils arrivaient à mettre la grande majorité de ses fonctions, en tout cas les plus utiles, à l'intérieur même d'un truc extrêmement simpliste. Vous voyez Word Mobile, il y a aussi Excel Mobile et une visionneuse PowerPoint. Et voilà, je vais pouvoir vous laisser, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Et vous avez pu voir à peu près un bref aperçu plutôt de cette espèce d'horreur. Et en effet, l'expérience avec ce genre de truc est souvent très brève. J'aimerais ajouter que vous avez pu remarquer que pour une batterie de 10 ans, elle a encore un peu d'autonomie. Ce qui m'étonne énormément et qui m'impressionne même.